Salut à tous, bienvenue dans ce 9e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin consacrée à la préparation de nos athlètes pour les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de Paris 2024. Avec nous en plateau, comme toujours, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Aujourd'hui, on va parler cyclisme avec notre invité du jour, c'est Kevin Vauquelin. Il habite à Lagode. Il est licencié chez Arkea B&B Hotel et il est surtout aussi le tenant du titre de notre Tour des Alpes-Maritimes et du Var organisé par notre titre, notre journal. Salut Kevin et merci d'être avec nous. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Pour commencer, c'est Romain qui va faire une courte présentation de toi. Merci d'être sur notre plateau Kevin. Donc tu as 22 ans, tu es né à Bayeux dans le Calvados. Le cyclisme, c'était une évidence pour toi. Tu as suivi les traces de ton père Bruno, qui était vice-président de l'UCI Val de Seul, le club où tu as fait tes débuts. Dès les minimes, tu as des bons résultats. En junior, tu obtiens le titre de champion de France du contre-la-montre. On est en 2018. En 2021, tu confirmeras avec un titre chez les espoirs, un titre chez les amateurs du chrono. Tu finis l'année avec le vélo d'or espoir. Tu succèdes au palmarès notamment à David Gaudu, à Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin. Tu signes professionnel en 2022 chez Arkea Semsic à ce moment-là. On peut dire que tu étais attendu à ce moment, quand tu débutes chez les professionnels. Oui, je pouvais être un peu attendu avec des belles valeurs, un petit palmarès sympa chez les jeunes. Donc, faire une belle entrée en matière. 2022, ça coïncide aussi avec ton installation en février 2022 dans les Alpes-Maritimes. Tu viens ici, sur la Côte d'Azur, pour travailler ton coup de pédale en montagne. Voilà, c'est ça. Je suis venu ici pour tous les avantages de la Côte d'Azur. C'était le beau temps, l'aéroport et surtout la montagne qui nous permet de vraiment bien nous préparer pour la saison. Néo-Pro en 2022, ta première course à étapes, c'est le Tour d'Oman. Tu finiras 6e. Donc cette première saison, tu obtiens plein de bons résultats, énormément de places d'honneur. Tu passes proche de la victoire, notamment au Tour des Asturies. Au Tour de Pays de la Loire, tu finis 2e d'étape. Début 2023, c'est la concrétisation avec une victoire d'étape à Ramatuelle sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, plus le classement général. Tu l'attendais, hein, ce premier succès. Oui, bien sûr, j'avais fait une année 2022 riche en bonnes places et riche surtout en deuxième place. Et c'était toujours un peu rageant quand on est compétiteur de ne pas réussir à concrétiser tout ça et pas avoir levé les bras sur la ligne. Donc de pouvoir gagner à Ramatuelle sur le Tour des Alpes à côté de chez moi, c'était vraiment un soulagement. Ok. Ensuite, il y a une victoire au Tour du Jura. Tu t'imposes devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Donc ça prouve un peu le niveau de la victoire. Et 2023, c'est ça, c'est vraiment la confirmation, même s'il y a eu quelques petits contretemps, notamment liés à des chutes, tu fais partie désormais des meilleurs coureurs français de ce peloton. Bah ouais, je pense avoir une bonne place et j'ai montré l'année dernière en début d'année que je pouvais être présent dès le début et surtout le type de parcours, donc c'est ça qui était vraiment pas mal. Ouais. Romain l'a dit, tu fais partie des meilleurs coureurs français aujourd'hui et la preuve c'est que il y a quelques semaines, fin d'année dernière, en décembre, tu as été présélectionné, tu as eu un appel de Thomas Vauclair, le sélectionneur national, présélectionné pour ces Jeux olympiques de Paris. L'objectif maintenant, c'est de rentrer dans les 4 qui vont faire l'épreuve en ligne et le contre-la-montre. Il y en aura 4 donc, sur l'épreuve en ligne et 1 sur le contre-la-montre. Le but maintenant, c'est de rentrer dans ces 4-là. Bien sûr. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est la plus grande épreuve de tout sportif et encore plus quand c'est dans notre pays. Donc, c'est vraiment un gros objectif de la saison de réussir à rentrer dans ces 4 participants. Voilà, minimum à participer et voire mieux si on peut. Alors, l'avantage que tu as, c'est que tu es un très bon rouleur. Hein, depuis des années, tes titres chez les jeunes le prouvent. Et on sait que le coureur qui sera sélectionné pour le contre-la-montre sera forcément issu des 4. Donc ça te donne un avantage supplémentaire d'avoir cette double casquette, entre guillemets. Oui, bien sûr. On sait que c'est un parcours qui est plutôt puncher. Donc c'est un peu le profil que j'aime bien. Et donc je pense que j'ai un petit avantage à tirer de ça parce que je vais permettre peut-être de gagner un peu ma place en contre-la-montre mais aussi en puncher pour aider les équipiers d'équipe de France, donc c'est peut-être un avantage. Alors justement, on parle du parcours, c'est 273 km, 2800 mètres de dénivelé avec, on le voit à l'écran, la côte de Montmartre c'est 1 km à 6,5%, il faudra faire 3 fois dans le final. C'est un profil qui te va bien, ça.
Ouais, c'est un profil qui me va bien. Après, voilà, c'est une course aussi de 275 km. On a aucune course pour l'instant qui est aussi longue, hein. Même le championnat du monde ou alors le Tour de Lombardie, c'est 250 km. Donc, ouais, ça peut être riche en rebondissements parce que, voilà, au bout de 275 km avec seulement des équipes de 4 à 5 coureurs, bah, tout peut se passer. On va faire San Remo mois de mars. Exactement. Quand tu as commencé ta carrière, plus jeune, tu étais aussi pistard. On a parlé de la route. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, voilà, si ça ne le fait pas sur la route, je peux peut-être repenser à la piste ou pas du tout pour Paris, ce sera la route ou rien? Je pense que pour Paris, c'est trop short, tout simplement. Et après, voilà, j'ai décidé de, pour l'instant, mettre un peu la piste de côté par rapport à mes objectifs sur route. Je ne me vois pas arriver à la fleur au fusil en équipe de France Piste et puis placer quelqu'un. Donc, non, ça sera peut-être dans les plus prochaines années à Los Angeles ou pas. Mais non, actuellement, Paris, ça sera sur la route ou ça sera pas. Par rapport justement aussi à ces Jeux Olympiques, est-ce que c'est le rêve d'une vie quand on est coureur? On sait que dans le cyclisme, il y a plein de choses, hein. Il y a les championnats du monde, il y a plein d'étapes, de courses sympas. Il y a le Tour de France, bien évidemment, pour nous ici en tant que Français. Est-ce que malgré tout, les Jeux aujourd'hui, ça compte? Bien sûr que oui, que ça compte. Voilà, un médaillé olympique, ça restera toujours ancré dans l'histoire. Même rien que participer aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose c'est tous les 4 ans. On peut pas, une carrière de sportif, ça peut durer qu'une dizaine d'années, qu'une quinzaine, une vingtaine d'années. Il y a quand même très peu de courses, ça fait très peu de courses en même dans le vélo, 4 ans. Ça a de la valeur. Ouais. Ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur quand même, hein. Même si c'est une course un peu particulière à cause du nombre de participants qui est réduit par rapport aux courses comme le championnat du monde. C'est ça qui est peut-être un peu dommage dans le cyclisme, mais ouais, c'est Jeux Olympiques quand même. Et quand on s'appelle Kevin Vauquelin, qu'on a 22 ans et qu'on est un jeune coureur, qu'est-ce qu'on peut espérer si on arrive effectivement à s'aligner, qu'on est sur la ligne de départ des Jeux? Bah, espérer faire bonne impression. Après, on a des gros coureurs français, on a une grosse génération, je pense, avec notamment Christophe Laporte, Valentin Madouas, encore Julien Lafilippe, tout ça. Donc je pense que c'est surtout, si on peut contribuer à une médaille, c'est... Tu auras peut-être plus un rôle de coéquipier du coup? À mon avis, je pense que oui. Après, je pense que sur une course comme ça, avec seulement 4 coureurs par équipe, bah, c'est les coups d'avance qui comptent. Donc ce sera, je pense, une course très offensive. C'est vrai que Christophe Laporte, champion d'Europe, habitué de ces courses difficiles et tout ça. Course d'un jour, ouais. Course d'un jour, les courses ça compliquées. paraît taillé pour lui, quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est quand même une très forte personnalité. Donc on a intérêt à mettre toutes nos chances de nos côtés. Ok. Les Jeux Olympiques, ça évoque quoi pour toi? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfant, d'une épreuve, d'un sport D'un athlète, peut-être même? Après, je sais que c'était au moment où j'étais plus jeune, c'est quand c'était Usain Bolt qui gagnait tout, alors Michael Phelps. Okay. Donc c'était vraiment des grosses compétitions. Pour eux, ça paraissait si facile. Mais maintenant que je suis plus dans le sport, je vois que c'est pas si facile que ça, et que c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais les souvenirs des Jeux Olympiques, c'est de pouvoir passer peut-être des fois toute la soirée, selon les horaires, devant la télé, à regarder plein de sports et à aimer ça, aimer cette ambiance. Et voir des sportifs et maintenant comprendre encore mieux comment ça se régisse. C'est ça un peu mes idées et voilà, de voir un peu comment ça marchait, quoi. Alors là, on est pendant l'intersaison, on est en janvier, la saison va reprendre incessamment sous peu. Tu peux nous parler des premières courses de ta saison 2024 ? Ouais, je vais commencer au Grand Prix de la Marseillaise, donc une course encore pas très loin de la maison. Et comme l'année dernière, je vais faire l'Étoile de Bessèges et ensuite le Tour de Haut-Var et la Classique du Var. Donc voilà, ce sera des courses un peu pas très loin de la maison qui me permettent de faire les reconnaissances. Okay. Classique du Var et Tour des Alpes-Maritimes. Et Tour des Alpes-Maritimes, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il faut réussir à se mettre les nouvelles appellations en tête. Justement, on en parle, Tour des Alpes-Maritimes. Voilà, tu es tenant du titre. Ouais. Forcément, on imagine que tu as très très envie de conserver cette tunique Mimosa, ce maillot jaune que tu as été chercher l'année dernière. Ah bien sûr, j'ai envie de montrer que je suis capable d'une année à l'autre à être toujours au meilleur niveau, voire mieux. Donc ouais, c'est un objectif de remettre le titre en jeu, mais de le reprendre. Faire le doublé, ça aurait de la gueule, ouais. Ouais, ça aurait de la gueule, ouais. Exactement. Alors les étapes, tu les connais déjà. Une arrivée à l'Azur Arena à Antibes comme l'an passé, plus la deuxième étape qui est exactement la même que la troisième l'an passé entre Villefranche-sur-Mer et Vence. C'est un parcours que tu apprécies, la preuve en est avec ta victoire l'an passé.
Ouais, c'est un parcours que j'apprécie avec une stratégie de course qui doit être présente quand même. Donc ouais, c'est des parcours assez intéressants, puncher, et on sait toujours pas ce qui peut arriver à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Donc c'est ça qui est toujours assez intéressant. À Saint-Paul-de-Vence, il faudra avoir les jambes quoi, dans l'ultime côte devant la Fondation Magde là pour. Bah Tu avais oui, fait troisième l'année j'avais dernière. fait troisième l'année dernière, j'avais laissé partir me parer peintre pour essayer de garder mon maillot au maximum. Donc, Ok. c'était stratégique et c'était ça qui m'avait vraiment animé durant la course, de bien courir pour essayer de gagner le général, c'est vraiment un objectif. Ok. Et d'en plus faire troisième de l'étape, c'était vraiment bien. Ouais. Tu parles justement de ce classement général, tu t'imposes avec 7 secondes d'avance devant Paré Peintre et 10 devant Nelson Paules, qui sont quand même des coureurs confirmés. Par rapport justement à cette édition-là, à ce maillot jaune que tu as été chercher, quel souvenir tu gardes de ces 3 jours de course où en fait tu vas tout simplement chercher ta première victoire en pro quoi. Bah, je retiens beaucoup de satisfaction, beaucoup de travail, que ce soit physique mais aussi psychologique, et dans la tactique de course, dans le fait d'amener une équipe avec soi et de montrer sur 3 jours qu'on est solide, hein, parce qu'on courait quand même avec des mecs comme Skelmose ou Paoles, Paré-Peintre, des mecs qui ont gagné durant la saison, qui ont fait des très grosses saisons. Donc c'est ça qui était vraiment vraiment la satisfaction de réussir à se battre et assez bien quoi, et pas faire d'erreur, quasiment 0 erreur, donc c'était ça qui faisait vraiment du bien. Ton maillot jaune, il est où? Il est encadré à la maison ou il Ouais, est non, il est dans à la la- remise? Non, il est à la maison, surtout les trophées, les très beaux trophées, je les ai bien gardés dans le meuble, et le maillot est dans ma garde-robe. Au chaud. Au chaud. Ouais. Tu le prends des fois pour aller t'entraîner ou on le touche pas et ça Non, reste je touche vraiment pas, je touche pas, les maillots d'entraînement de l'équipe Ouais. habituels? Ouais, normal. Mais tu montrais aussi sur ces 3 jours que tu avais les épaules pour endosser le rôle de leader au sein de l'équipe aussi. Tu as confirmé tes qualités de coureur qu'on connaissait déjà, mais aussi auprès de tes coéquipiers. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'était surtout aussi ça qui était important, c'est de montrer aux équipiers qu'ils pouvaient compter sur moi et que j'arrivais à, même si à des moments j'étais plus esselé, à m'en sortir et leur montrer que j'étais là, j'étais vraiment un leader et que je voulais vraiment montrer ce que je valais et que c'était capable humainement de montrer que j'étais là, quoi. Ok. Ça, c'est quelque chose de marquant chez toi quand on discute avec les directeurs sportifs, etc. C'est que t'as pas peur de prendre des responsabilités. Très jeune, tu as voulu les endosser. Et même dans ton comportement au sein de l'équipe, voilà, t'hésites pas à parler, à prendre les choses en main. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'un rôle de leader, c'est d'emmener des personnes avec soi et d'être. Après, je pense que c'est des valeurs aussi de vie, de remercier par exemple ses équipiers et ensuite leur montrer, entre guillemets, un peu le chemin où. Pour que je puisse gagner, j'ai besoin d'avoir une équipe en vélo. On le dit pas assez souvent, mais c'est un sport vraiment d'équipe. Sans l'équipe, on n'arriverait pas. On a bien vu le Tour de France avec Vingegaard, par exemple. Sans ses équipiers comme Sepp Kuss ou ça, il ferait peut-être aurait pas plus ces de mal, résultats. Donc, non, l'équipe est très importante. Donc, j'adore l'humain et tout ça. Donc, ça me permet aussi de montrer aussi que l'humain, c'est peut-être très, très important. C'est même très important dans une équipe. Alors 2023, il y a aussi la découverte de ton premier grand tour, c'était la Vuelta. Malheureusement, tu l'as abandonné parce que tu étais tombé malade et tu avais chuté un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu en retiens de cette première expérience sur un grand tour? Qu'il faut pas arriver à 90%, ça c'est sûr. Que voilà, c'est vraiment des courses très difficiles avec un niveau très très élevé et que ça dure 3 semaines. Alors, on retient que c'est jamais fini. Bon, moi j'ai pas très bien fini parce que voilà, des aléas, ça arrive toujours sur 3 semaines. Mais voilà, toujours essayer de garder la tête hors de l'eau et dire que le jour d'après ça sera mieux. Et je pense que c'était un peu ça le mot d'ordre psychologique, de dire c'est très dur, mais demain sera mieux. Et Tu vas surtout ça. forcément me voir venir. La Vuelta, le Giro, c'était un peu tôt l'année dernière, donc forcément, c'était pas dans l'idée. Ouais. Mais il y a eu une hésitation entre le Tour d'Espagne, la Vuelta donc, et le Tour de France. Mm. Là, cette année, on se dit, arrivé à Nice, sur ton terrain, là où tu vis, forcément, on a envie de, même si on ne présume de rien que la saison démarre tout juste, mais on a envie de se dire, Kevin Vauquelin sur le Tour de France, allez, peut-être pour 2024. Bah pourquoi pas, ça serait une belle ambition aussi, hein. Accompagner les Jeux Olympiques, ce serait toujours, toujours beau de pouvoir faire le Tour de France, c'est une préparation idéale. Après, voilà, c'est une décision, c'est pas à moi de la prendre, c'est au directeur sportif de la prendre, à toute la direction, même à Emmanuel Hubert. Donc ouais, je vais en montrer, j'ai essayé de montrer au maximum de mes capacités et voir si j'arrive à décrocher ma sélection. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ok, il y a des fois l'envie des coureurs, mais il faut pas faire n'importe quoi. Tu es encore un jeune coureur, il faut faire les choses intelligemment. Ouais, voilà, c'est toujours des décisions mûrement réfléchies. Et l'année dernière, aller sur la Vuelta, c'était justement ça.
une décision mûrement réfléchie, c'était plus intéressant, plus intelligent d'aller sur la Vuelta que sur le Tour. Voilà, exactement. Faut pas se hâter à vouloir absolument faire le Tour de France parce que c'est une course très difficile. C'est le grand tour peut-être le plus difficile au niveau de la pression des médias parce que j'ai une équipe française en France, c'est toujours assez dur. Donc ouais, pas griller les étapes, même si on en a fortement envie. L'année dernière, j'avais très envie de faire le Tour de France quand je suis devant la Oui, télé, déjà, j'avais bien envie. sûr. Mais voilà, essayer de bien articuler une carrière. C'est les Tours de France, contrairement au JO, c'est tous les ans. Donc on peut aussi retomber l'année après sur le Tour de France. Il y a une grande nouveauté dans l'équipe cette saison, c'est le départ du leader emblématique Warren Barguil. Ça veut dire que la jeune génération va être amenée à prendre sa succession. On pense évidemment à toi pour prendre la suite. Bah bien sûr, oui, il va falloir entre guillemets remplacer les capacités de Warren. Hein. Il était un coureur très, très fort sur du très punchy, peut-être un peu moins sur les grands tours, mais qui avait un profil qui était vraiment avec les meilleurs mondiaux comme sur le Tour de Lombardie, comme ça. Donc ouais, il va falloir reprendre le flambeau entre guillemets. Mais voilà, après, je serai peut-être toujours dans un profil un peu différent de Warren. Mais ouais, je vais essayer de me mettre dans mes catégories et essayer d'être un leader pour l'équipe. Ouais. C'est pas de la pression, ça. Au contraire, c'est là une suite logique pour toi dans ton évolution. Oui, bien sûr, voilà, de reprendre un peu le flambeau entre guillemets, de la tête d'affiche. Mais après, on a Arnaud Desmar qui arrive dans l'équipe, donc c'est aussi un peu un rôle qu'il a et qu'il aime aussi, d'être un vrai leader pour l'équipe, une image pour l'équipe et de remporter des courses. Ok. Alors dans l'équipe, il y a un deuxième coureur qu'on connaît bien ici, c'est Clément Champoussin, le Niçois, avec qui tu t'entraînes parfois. On a une image photo, là, de vous deux dans l'ascension du col de la Couillole. Quelle relation tu as avec lui ? Bah, une relation de potes, hein, clairement, on va dire ça comme ça. On a été même en chambre encore ensemble au stage dernier en décembre. Donc, non, on s'entend vraiment bien, on voit les choses à peu près pareil, c'est plutôt cool. Voilà, je pense que Clément, c'est un très, très gros talent quand même. Après, ouais, j'espère pas trop courir avec lui parce que sinon il va me prendre la vedette. Mais non, on a vraiment Clément qui a un gros profil et qui est un très bon coureur. Donc c'est vraiment avantageux sur des courses comme Paris-Nice ou tout ça, de permettre de faire des résultats. Donc il prendra, je pense, une part du flambeau à Warren. Ok. On va négocier 2 maillots jaunes sur le Tour des Alpes-Maritimes du coup. Un Ok. pour toi, un pour lui, c'est bon? Ouais, ça me va. Le col de la Couillole que vous avez reconnu avant Paris-Nice l'an passé. Cette année, ce sera autre chose. Ce sera le Tour de France qui arrivera là-bas. Ah ouais, ça sera pas pareil. Après, voilà, Paris-Nice, c'était quand même un très gros niveau. Hein. Ouais. Il y avait les trois qui se battaient ensemble, c'est les trois qui se battaient quasiment sur le Tour de France. Donc, Ouais. Godu, Vingegaard, Codu, Vingegaard, Pogačar. tous ces coureurs de classe, quoi. Tous ces coureurs, ouais, ces gros coureurs. Donc, ouais, après, on arrivera là-bas, peut-être avec les jambes un peu plus fatiguées. Ouais. Et du coup, les étapes d'ici, là, du Tour de France 2024, l'arrivée à Isola 2000, vous allez souvent en stage là-bas. Le lendemain, Nice, col de la Couillole et Monaco-Nice, tu connais tout par cœur, là ? Ouais, je connais quasiment tout par cœur. Enfin, Ok. même pas quasiment, je connais tout par cœur. Ok. J'ai fait plusieurs années de stage d'altitude, donc 3 semaines à Isola 2000, donc je connais vraiment les gros cols du coin. La Couillole, j'ai fait pas mal de fois. Ouais. Et puis bah ouais, la Turbie, quand je suis arrivé ici, j'ai beaucoup roulé vers Monaco, donc je connais bien les routes. D'accord. Si tu fais le tour, tu penses quand même à les reconnaître, même si tu connais par cœur, pour se rassurer un peu. Bien sûr, parce que je connais les routes, mais je connais pas le fil exact. Quand c'est sur une course, ils prennent telle ou telle route. Bien sûr. Voilà, quand on s'entraîne, on connaît les routes, mais on peut bien les refaire pour voir comment ça passe 2 ou 3 bosses de suite. Et c'est pas la même chose que quand on apprend qu'une fois dans l'entraînement. Kevin, Noël est passé, mais on a quand même une petite surprise pour toi. Ah ouais? Même si on est début 2024, il va falloir regarder juste là au niveau de l'écran. On a quelqu'un qui te connaît très bien et que tu connais très bien, qui a une petite question pour toi. Salut le ref, moi j'ai une petite question à te poser, j'arrive pas à trouver. Je voudrais simplement savoir, pour toi, quel est ton point faible? C'est difficile de trouver, après tu vas donner des infos à tes adversaires, mais voilà, pour toi, dans quel domaine tu dois progresser et là où tu as le plus de mal. Ciao, ciao. Alors c'est Maxime Bouet, l'un de tes anciens coéquipiers. On le remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu, comme pour tous nos invités. On a toujours une petite surprise, cette petite question. Alors on te laisse répondre. Est-ce que tu as un point faible, Kevin? Ah bah, qui n'a pas de point faible, ça c'est sûr. Après, lequel dire à la télé sans que je me fasse griller, je sais pas. Non,
Oui, on va dire que peut-être les points faibles que j'ai eu notamment l'année dernière, c'était un peu le psychologique, à vite baisser les bras parfois quand ça devient très dur parce qu'on a l'impression de pas être bien. Je pense que c'était ça un peu le point faible que j'ai ressenti par exemple durant la Vuelta où c'était des moments tellement durs, tellement compliqués en étant malade, en ayant chuté, de pas jamais baisser les bras comme j'ai dit. C'est ça que j'ai appris aussi. Le lendemain, c'est jamais pareil. Il faut toujours penser au lendemain, que ça ira mieux, tout ça. Je pense que c'était ça un peu le point faible que j'avais pu avoir. Sur les tours de 3 semaines, c'est cette capacité à pouvoir se projeter jusqu'au bout et se dire ok, peut-être la première semaine je tombe, c'est dur, douloureux, etc. Mais le corps va peut-être être un peu mieux dans 2-3 semaines. Voilà, exactement. Je pense que justement Maxime Ouest, c'est peut-être un des meilleurs exemples. Il est tombé, alors c'était sur le Tour de France l'année dernière, où il y a 2 ans, où il a chuté, il s'est cassé une côte et il a fini le Tour de France. Quand même, se casser une côte, c'est la respiration, c'est très dur. Et il a réussi et de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. Et voilà, je pense que c'est notamment un exemple qui me permet de penser aussi à ça par rapport à sa question, c'est que c'est jamais fini. Tant qu'une ligne n'est pas passée, c'est jamais fini. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu retiens un peu du fait d'avoir croisé voilà, les Pogacar, les Vingegaard, les Gaudu, ces mecs que tu regardais pendant encore il y a quelques années à la télé et qui aujourd'hui sont à tes côtés dans le peloton et que tu as commencé à côtoyer sur des courses parfois un peu voilà, d'une semaine ou même de 3 semaines un peu plus longues sur la Vuelta. Qu'est-ce que tu retiens justement de les côtoyer, de les voir tous les jours? Je retiens que c'est des êtres vivants comme nous, hein, des humains. Même si des fois, on a l'impression que ça part tellement vite, tu dis mais mince, je suis pareil qu'eux. Non, c'est beaucoup pour ça, c'est parce que finalement, ils sont comme nous, enfin comme nous, entre guillemets. C'est juste des mecs qui bossent tellement et qui sont tellement forts aussi psychologiquement à réussir à faire 3 semaines à fond. C'est énorme tous les jours d'aller au charbon, de pas baisser les bras. C'est énorme parce que mine de rien, ils se font tellement mal tous les jours. La bataille Vingegaard-Pogacar, c'était fou. Tous les jours, ils arrivaient morts complets et le lendemain, ils arrivaient à retourner. Et voilà, c'est de l'apprentissage de dire les mecs, ils sont tellement prêts pour se faire mal aux jambes. La capacité à répéter les gros efforts à haute intensité. Ouais, exactement. Donc ça donne surtout envie de s'entraîner, d'essayer de faire comme eux et de les imiter tout simplement et de passer le seuil de la douleur. Alors, la saison commence tout de suite là, avec le Grand Prix à Marseille. Ce serait quoi une saison 2024 réussie pour toi? Prendre du plaisir. Je pense que voilà, par rapport à l'année dernière qui a été un peu compliquée avec la blessure, qui a duré très longtemps, c'est prendre du plaisir, avoir mon rôle de leader et surtout réussir à gagner des courses et notamment au World Tour. Voilà, essayer de vraiment gagner au World Tour et puis essayer de participer au Tour de France et au JO, c'est quelque chose aussi de très important. D'accord, c'est ça les 3 grands objectifs. Gagner un World Tour et être sur le Tour et les JO. Voilà, et le championnat de France aussi. Rappelle-nous, est-ce que tu étais touché l'année dernière? J'étais touché au niveau du psoas, et au niveau du dos, j'ai eu 3 fractures d'écrasement avec un œdème assez conséquent sur le dos que j'avais pas vu, du coup, notamment au circuit de la Sarthe. Et c'est pour ça que j'avais arrêté au Tour de Romandie, parce que ça n'arrivait pas à revenir et j'ai mis 2 mois à m'en sortir. Donc c'est pour ça que une Vuelta compliquée quand on n'est pas préparé. Faire une coupure plus grande qu'hivernale durant la saison, c'est compliqué. Championnat de France, t'en parles parce qu'ils seront pas très loin de là où tu es né, dans la Manche. Exactement, juste à côté pas très loin de la maison, donc c'est un objectif. Puis les championnats, ça a toujours été un objectif, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et voilà, endosser un maillot bleu, blanc, rouge, ce serait une grande fierté. Donc c'est quelque chose d'assez important pour moi. Et 2 chronos course en ligne là? Ouais, chrono course en ligne. J'ai pas encore étudié exactement les parcours, mais je pense que c'est parcours quand même toujours aussi dur. Un parcours en circuit avec 2 bosses, c'est toujours compliqué. Hein. Donc c'est peut-être aussi un peu dans mes cordes. Donc c'est un objectif. Il y aura toute ma famille de là-bas, donc ça serait beau. Et au niveau de la caisse et de l'expérience, c'était des éléments que tu avançais l'année dernière quand on disait où est-ce que tu peux encore progresser avant de faire toute la saison. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que les curseurs sont montés dans ces 2 domaines-là? Forcément, tu as plus d'expérience peut-être en ayant couru avec des grands coureurs. Et peut-être tu as pris aussi de la caisse physique en multipliant les courses. Voilà. Où tu te situes sur ces 2 plans-là? Oui, je pense que là, j'ai fait un hiver bien plus solide que l'année dernière, par exemple. Donc j'espère que ça marchera bien. Après, j'ai pris aussi beaucoup d'expérience, même la mauvaise expérience que j'ai pu avoir durant l'année m'a permis d'avoir vraiment une meilleure approche de tout ça et ça me permet d'avoir vraiment passé, je pense, encore un step psychologique que j'avais déjà dit que j'avais passé l'année dernière, mais là encore plus dans le moins bon, on va dire, dans pas quand ça va pas, on peut toujours s'en sortir. Tout est bon à prendre, quoi. Tout est bon à prendre, tout est bon à savoir, c'est des passages obligés dans une carrière, je pense. Et si je peux les avoir passés maintenant, tant mieux, ça me permettra d'avoir une base plus solide.
Je pense que c'est quelque chose d'important qui va me servir dans les prochaines années. Kevin, l'émission touche déjà à sa fin. Merci à toi d'avoir pris le temps, après avoir roulé 200 km ce matin, d'être venu nous voir, tout simplement. Pas de souci, c'est normal. Merci également à toi, Romain. Merci Christopher. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Merci également en régie à Chloé Voirgard, Karine Bautier, Philippe Bertini et Sophie Doncé, qui sont toujours ces aides précieuses à la réalisation de cette émission. D'ici 15 jours, portez-vous bien. Salut, bye bye.